Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me questionner sur la capacité de nos économies à générer de la croissance économique alors que de nombreux indicateurs indiquent que nous sommes déjà rentrés en décroissance énergétique. Donc si je me place d'un point de vue amont, je dis juste, le problème énergétique n'est pas un problème pour génération future, c'est un problème pour génération présente. Donc partout où vous voyez marqué génération future, vous barrez, vous remplacez par présente, voire passé, et ça deviendra beaucoup plus juste. Je pense que maintenant on est parti pour avoir une récession tous les 3 ans. Donc s'il y a des gens ici qui gèrent des budgets, je pense que c'est dans ce genre de cadre qu'il faut qu'ils envisagent l'avenir. On peut résumer ce problème avec deux types d'avis d'experts différents. La première catégorie d'experts vous expliquera que la croissance économique est indissociable de toute croissance de la consommation d'énergie. Et puis vous avez la deuxième catégorie qui va vous expliquer que à tout défi technique, le génie humain saura trouver une réponse. L'archétype médiatique de l'homme qui se contrefiche des impacts sur le climat à long terme des activités humaines et de toute considération de blocage en termes de croissance de consommation d'énergie est bien évidemment Donald Trump. Effectivement, depuis son arrivée au pouvoir, il n'a eu de cesse de revenir sur la parole américaine qui a été donnée dans toutes les instances internationales qui ont entre autres pour objectif de réduire l'émission de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique. Bref, pour le Donald, le réchauffement climatique c'est de la flûte et toutes ces politiques de réduction de gaz à effet de serre sont tout simplement néfastes pour l'économie américaine. Et vous ne savez pas si tout cela serait arrivé avec ou sans les hommes. Je ne veux pas donner des milliards et des milliards de dollars. Je ne veux pas perdre des millions et des millions d'emplois. Je ne veux pas faire les frais de toutes ces politiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le point de vue de Donald Trump en termes de stratégie économique et politique peut se défendre. Par contre, je vais aussi vous expliquer quelle est l'erreur stratégique à mon sens qu'il commet en termes de positionnement sur le réchauffement climatique, mais aussi en termes de stratégie énergétique. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut bien comprendre que la question du réchauffement climatique et de notre consommation d'énergie est effectivement étroitement liée. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Il faut toujours garder en tête qu'au niveau mondial, 80% de l'énergie consommée est d'origine fossile. Et quand je dis d'origine fossile, il s'agit essentiellement, dans l'ordre de grandeur, de pétrole, de charbon et de gaz. Ensuite, pour 10%, vous allez trouver ce qu'on appelle la biomasse, donc essentiellement brûler du bois, et les déchets, qui sont une forme d'énergie fatale, donc qu'on peut considérer entre guillemets comme dans la classe des renouvelables. Et ensuite, vous allez trouver pour 5% de nucléaire, on y reviendra, et enfin 2,5% d'hydroélectrique. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qui reste à la fin ? À la fin, tous les petits pouillèmes dont on n'a pas encore parlé, ce sont les énergies vues à la télé. Vous allez trouver l'éolien, le photovoltaïque, la géothermie et tous ces trucs à la mode. Comment ça ? Toutes ces technologies d'avenir ne représenteraient que des pouillèmes ? Eh oui, il y a une sorte de règle médiatique qui veut que plus on en parle à la télé, plus c'est insignifiant. Et ça se confirme plutôt bien puisqu'on ne parle jamais du charbon et par contre on entend très souvent parler des éoliennes. Il faut aussi comprendre que l'énergie, c'est le premier facteur de la croissance économique parce qu'en réalité, l'énergie est nécessaire à toute transformation. Dit autrement, dès qu'il faut faire tourner, vibrer, chauffer quelque chose ou dès que vous avez un truc qui colle entre les doigts, comme tout ce qui est issu de la chimie, de l'industrie chimique, vous faites intervenir mécaniquement et en due proportion de l'énergie. Aujourd'hui, la corrélation entre croissance économique et consommation énergétique est quasiment totale. Ça en est presque flippant. Mais alors, il n'y a pas de débat. Si on a un problème sur notre approvisionnement d'énergie fossile, on a un problème sur notre croissance économique. Une seconde, il faut toujours garder à l'esprit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Lorsque l'on fait des prévisions dans l'avenir, en se contentant de projeter des données du passé, en général, c'est un très bon moyen de passer pour un imbécile. Et il y a eu de célèbres personnes dans l'histoire qui sont tombées dans ce piège. Le plus célèbre de ces économistes qui se sont largement plantés dans leurs prévisions est Thomas Robert Malthus.
Malthus prévoyait à la fin du 19e siècle que la population allait rapidement connaître de très fortes famines parce que la croissance de la production alimentaire était arithmétique, c'est-à-dire en gros elle était linéaire, tandis que la croissance de la population, elle, était exponentielle. Du coup, à un moment, comme la population augmente plus vite que la nourriture que l'on peut produire, selon lui, ça allait coincer et ça allait se résoudre par des famines. C'est l'exemple typique de ce qu'on appelle un prolongement de la tendance. Et pour autant, Thomas Robert Malthus n'a pas vu venir les révolutions agricoles qui ont sauvé les marrons du feu puisque la production alimentaire a explosé et au final, la capacité de notre pays, notre continent, à avoir une population toujours grandissante a largement explosé et il n'y a pas eu de famine due à des pénuries alimentaires. Bon d'accord, cette fois ça a fonctionné, la science a effectivement sauvé les marrons du feu. Mais on voit bien que c'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, la civilisation Maya, il semblerait bien qu'elle se soit effondrée sous le poids de sa démographie. Et c'est précisément ces deux façons de penser qui vont s'affronter durement dans notre débat. D'un côté, vous avez Donald Trump qui vous explique que le réchauffement climatique et le manque d'énergie fossile pour alimenter l'économie, ce ne sont que des problèmes et le peuple américain est bien doué pour une chose, c'est résoudre les problèmes. Et de l'autre, vous avez des experts comme Jean-Marc Jancovici qui vous expliquent en bon ingénieur qu'aujourd'hui, on n'a pas la moindre idée de comment est-ce qu'on va relever ces défis à court terme, à l'échelle de 5 ou 10 ans, et que du coup, ce type de pari sur l'évolution scientifique est quand même très risqué. Si vous regardez la quantité de tonnes de pétrole qui sort de terre chaque année, vous faites une courbe sur la variation de ces tonnes, vous avez très exactement la variation du PIB par personne dans le monde. D'accord ? Donc vous pouvez jeter à la poubelle tous les modèles macroéconomiques du FMI, de l'OCDE, etc. Ils ne valent pas un clou. Par contre ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que l'énergie, et en particulier le pétrole, pilote l'économie mondiale, parce que ça pilote les flux physiques qui peuvent être échangés entre les usines et les consommateurs, entre les magasins, etc. Et donc si vous en avez moins, vous avez moins d'échanges, donc moins d'économies, point barre. Oui, et à cela, il faut aussi ajouter les incertitudes scientifiques, parce que les États-Unis, ils viennent bien de découvrir énormément de pétrole dans leur sol, là dans le Dakota du Nord et même en offshore. Donc on voit bien que même pour le réchauffement climatique, les choses n'ont pas l'air si claires que ça, parce que j'ai entendu dire que on savait très mal modéliser l'impact de la couverture nuageuse et que c'était un facteur déterminant dans le réchauffement climatique. Donc après tout, peut-être qu'on n'en sait pas tant que ça, qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes qu'on ne le pense. Alors non, la science sur l'état actuel de ces phénomènes est au contraire une des plus robustes dont on ait jamais disposé. En ce qui concerne les énergies fossiles, la messe est dite. En termes de pétrole conventionnel, à savoir le pétrole le plus présent sur Terre et le plus facile à extraire, c'est le pétrole à papa, on sait qu'on a passé son pic de production autour de 2005-2006. Donc là, point de salut en ce qui concerne le pétrole le plus accessible dont on dispose sur Terre. Ensuite, pour tout ce qui concerne les pétroles exotiques, on va dire les pétroles offshore, très loin dans les mers, enfouis à des profondeurs absolument abominables, ou alors des pétroles de schiste ou des sables bitumineux, des trucs collants, gluants, fortement entremêlés au sol, et donc difficiles à extraire, on sait qu'il n'y en a pas non plus des quantités absolument pharaoniques et surtout, nous savons qu'il est très difficile à extraire et que du coup, il est très peu rentable parce qu'en réalité, au bout d'un moment, vous passez plus d'énergie à retirer du pétrole de terre que vous n'en gagnez avec ce que vous allez extraire. C'est ce qu'on appelle le rendement énergétique. Et là, on arrive à des ratios qui deviennent abominables, donc ça n'est même plus intéressant d'aller le chercher au bout d'un moment. Si ce sujet vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo sur les prix du pétrole que vous pouvez consulter ici et j'avais à cette occasion fait le point sur les types d'énergie fossile dont on dispose. Non, franchement, du côté de la connaissance scientifique de nos réserves énergétiques, dans les grands ordres de grandeur, on est quand même vachement bien calé. Pour dire les choses tout à fait clairement, la seule alternative qui nous ferait gagner un peu de temps en termes énergétiques, c'est tout simplement l'énergie nucléaire. Si vous voulez remplacer les fossiles par autre chose, il va falloir utiliser ce qui vous donne le plus de autre chose par euro investi. Or, le nucléaire correspond beaucoup mieux à cette définition que l'éolien et le solaire, parce que l'éolien et le solaire ne sont pas des solutions complètes. Vous êtes obligé de compléter ces énergies, cette fourniture d'électricité intermittente, par quelque chose qui permet de garantir l'approvisionnement, et donc du stockage.
Et quand vous intégrez le coût du stockage, en plus du solaire et du coût de production du solaire et de l'éolien, vous vous retrouvez très au-dessus, même avec des hypothèses optimistes, du coût du nucléaire, même très cher. Et même quand on compare toutes les externalités négatives, comme le retraitement des centrales, le traitement des déchets, ou encore la possibilité d'accidents nucléaires, eh bien, ce n'est rien en comparaison de ce qui pourrait nous attendre avec un réchauffement climatique lié à l'émission d'énergie fossile. Mais si, pour des raisons politiques, vous écartez l'idée du nucléaire, eh bien, la messe est dite. Vous n'avez pas de solution à court terme pour augmenter significativement votre consommation d'énergie. Et pour ce qui est du réchauffement climatique, c'est la même chose. Aujourd'hui, la science avance et de plus en plus, ce que l'on constate, c'est que les marges d'erreur dans lesquelles peut s'insinuer un doute crédible sur la réalité du changement climatique diminuent drastiquement. Et je sais qu'il y a tout un tas de discours climato-sceptiques qui circulent sur Internet pour nous expliquer que l'on nous ment, que le réchauffement climatique n'est pas de notre faute, ou alors qu'il n'existe pas, ou alors qu'il n'est pas grave. Mais en réalité, tous ces discours circulent en dehors des revues à comité de lecture scientifique, parce que ces arguments ne tiennent pas le choc. En général, ils reposent d'ailleurs très souvent sur des mensonges ou des approximations. Aujourd'hui, une des principales sources d'incertitude qui subsistent sur la précision des modèles climatiques tient au calcul de l'effet de serre de la couverture nuageuse, qui est quelque chose de très complexe à modéliser. Pour autant, aujourd'hui, les modèles climatiques prennent en compte cette incertitude, on sait la mesurer et on sait quel est l'impact minimum ou maximum sur le modèle d'une erreur de calcul sur cette couverture nuageuse. Donc on voit bien que ça reste quelque chose à la marge, même si on prend les hypothèses les plus optimistes entre guillemets, eh bien ça ne change en rien les ordres de grandeur du réchauffement climatique à l'œuvre aujourd'hui. Enfin, pour ce qui est du fameux consensus scientifique, et pour enlever tout doute qui pourrait subsister, il y a de nombreux modèles climatiques qui sont élaborés par des équipes de scientifiques indépendamment dans leur coin, et il se trouve que les résultats de ces différents modèles convergent étonnamment vers la même tendance. Donc on a vraiment ce qu'on appelle un consensus scientifique qui se dégage, parce que des travaux menés indépendamment conduisent aux mêmes conclusions. Si vous avez du temps à passer pour comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre dans le réchauffement climatique et comment les équipes de chercheurs travaillent, et si vous voulez également comprendre en quoi toute la rhétorique climato-sceptique est essentiellement basée sur de la mauvaise foi et pas de la science, je vous conseille la chaîne du Réveilleur qui s'est attelée à cette lourde et fastidieuse tâche parce que, en attendant, c'est vraiment un bon travail qu'il a réalisé. Dans ce cas-là, Trump est bien un menteur ou un idiot, parce que si les données factuelles sont si incontestables, il ne peut pas l'ignorer, et du coup il nous met sciemment tous en danger. Pas forcément. Si je me mets à la place de Trump et que j'aborde les choses différemment, je peux raisonner de cette façon. Prenons les sujets séparément et commençons par cette question de croissance économique. Contrairement à ce que j'entends régulièrement, Trump ne cherche absolument pas à supprimer la mondialisation et à revenir en arrière. Lorsque Trump anéantit le protocole d'échange commercial en cours de négociation, le TAFTA entre l'Europe et les États-Unis, il ne se contente pas de dire les États-Unis resteront de leur côté et l'Europe de l'autre, merci, on n'a plus besoin de vous. Non, il revient derrière et il négocie avec chaque pays en face à face, parce qu'il sait que le rapport de force lui est bien plus favorable en face à face que confronté à l'ensemble des pays européens. Donc Trump ne cherche pas à supprimer la mondialisation, mais à la réorienter d'une façon qui est favorable aux États-Unis. Je rappelle toujours que le slogan de Trump, c'est « America First », l'Amérique d'abord. We can no longer tolerate these chronic trade abuses, and we will not tolerate them. We will compete on a fair and equal basis. We are not going to let the United States be taken advantage of anymore. I am always going to put America first, the same way that I expect all of you in this room to put your countries first. Il faut plutôt comprendre la stratégie de Trump comme une volonté de casser une mondialisation multilatérale pour venir à une mondialisation bilatérale qui lui est beaucoup plus en sa faveur. Du coup, quand on voit les choses de ce point de vue, le président américain peut très bien tenir le discours suivant. Que les ressources énergétiques ou les ressources de toute nature tendent à devenir plus rares,
Ok, pour autant, ça ne veut pas dire que les ressources restantes, je ne pourrais pas me les accaparer et favoriser mon économie pour prendre un avantage compétitif sur les autres. Dit autrement, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde qu'il n'y en a pas assez pour moi. Mais c'est très égoïste ça. Comme je viens de le dire, son slogan c'est America First. Et sa stratégie énergétique vise clairement à utiliser et à produire le plus de ressources énergétiques possible, même à court terme, en espérant prendre un avantage significatif sur les autres. Et de ce point de vue, si on regarde les ressources énergétiques à 5 ans des États-Unis, avec leur sable bitumineux et tout leur pétrole non conventionnel, à court terme, ils sont pas trop embêtés. 5 ans, mais c'est très court! Oui, mais la vie est courte aussi, et puis nous vivons une époque de révolution scientifique intense, qui laisse croire que tout est possible. Il y a 20 ans, Internet n'existait pas. Il y a 10 ans, les smartphones n'existaient pas. Et il y a 5 ans, il était impensable qu'une société privée fasse décoller des fusées low cost qui viennent réatterrir sur Terre. Mais tout de même, en admettant qu'on trouve une solution énergétique miracle, il faut au moins 20 ans pour structurer une industrie. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Les plus optimistes pourraient expliquer qu'au lieu de chercher à produire plus d'énergie, on pourrait chercher à optimiser ce que l'on a déjà pour faire mieux avec moins. Par exemple, je peux te parler de l'industrie de l'effacement énergétique. Le principe est assez simple. Quand il y a des surcapacités qui sont sollicitées sur le réseau, par exemple à 8h du soir en hiver, quand tout le monde allume son chauffage, prend son bain, etc., vous avez un pic de production électrique qui est appelé. Au lieu de mettre en route des nouvelles centrales nucléaires ou à charbon ou ce que vous voulez, des nouvelles capacités de production industrielle, l'effacement énergétique consiste à éteindre des usages industriels sur le réseau. Donc quand les gens mettent en route leur chauffage et prennent leur bain, on éteint des usines d'aluminium, des gros fours ou des usages industriels assez immenses. Et du coup, on arrive à équilibrer la demande en décalant les usages des uns par rapport aux usages des autres. Les usines tournent la nuit et les gens prennent leur bain le soir, pour faire très simple. Aujourd'hui, le leader mondial sur ces technologies de l'effacement énergétique a une capacité de 6 gigawatts. 6 gigawatts, c'est l'équivalent de 4 à 6 réacteurs nucléaires. C'est juste énorme. Et en plus, pour une fois, ce leader mondial est une entreprise française. Alors oui, vous allez me dire, en France, la puissance nucléaire utile est de 50 gigawatts. Donc avec nos 6 gigawatts, on est à peu près à 10% du job. Et puis en plus, ces 6 gigawatts sont répartis sur une petite dizaine de pays, pas seulement qu'en France. Mais les optimistes, toujours, vous expliqueront que ce type d'entreprise peut se développer beaucoup plus vite qu'une filière industrielle, parce qu'en réalité, elles sont à la frontière du monde industriel, qui demande du temps, des équipements, beaucoup de capitaux, et à la frontière du monde des nouvelles technologies, parce qu'en réalité, ces entreprises sont aussi bourrées d'IA et bourrées de technologies de communication basées sur Internet. Et du coup, pour développer une filière de ce type, ça vous prend moins de 10 ans au lieu d'une grosse vingtaine d'années pour une filière industrielle. Donc même si le chemin à parcourir reste énorme et qu'aujourd'hui je trouve personnellement qu'il n'est pas très raisonnable de parier là-dessus, on ne peut pas nier que les personnes qui font ce pari de la science ne sont pas complètement stupides. Sur un malentendu et avec énormément de chance, ça pourrait peut-être fonctionner. Oui, mais quand même, ça, t'es d'accord pour dire que c'est quand même bien anecdotique, parce que les problèmes, ils sont multiples, transport, industrie, agriculture, et j'en passe. Donc c'est quand même ultra risqué de tout parier sur des ruptures technologiques. Je dirais même que ce n'est pas responsable, parce que tout cela va avoir un coût énorme, des conséquences, et c'est bien ça qu'on reproche au final à Donald Trump, c'est une forme d'inconséquence. Attention, parce que si la course en avant vers la technologie est incontestablement risquée et loin d'être gagnée, le coût de l'inaction, qui consisterait à dire on rentre en décroissance et on se replie sur nos bases, a également un coût important. Si on faisait de la lutte contre le réchauffement climatique, donc contre l'émission des gaz à effet de serre, une priorité internationale, en dépit de comment on s'organiserait et de qui ferait quoi, ça poserait quand même un grand nombre de problèmes humanitaires parce que cela reviendrait quand même à plonger une partie de l'humanité dans la misère, quoi qu'on en dise.
Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un zona de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein. Il faut bien comprendre que si on voulait sérieusement lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait s'attaquer en premier lieu au commerce international. Parce que faire circuler des tonnes et des tonnes de marchandises par la mer, par les airs ou ce que vous voulez à travers toute la planète, eh bien c'est fortement générateur de gaz à effet de serre puisqu'il faut énormément d'énergie pour faire tout cela. Donc maintenant, comment est-ce que vous allez expliquer aux Chinois que vous n'allez plus rien leur acheter ou vous allez baisser de 30, 40, 50% vos importations et qu'ils vont devoir se débrouiller pour faire vivre leur population? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, la demande intérieure en Chine n'est pas suffisante pour prendre totalement le relais par rapport aux exportations qu'elle réalise à travers toute la planète. Donc de quoi vivraient ces pays émergents qui comptent sur une croissance économique qui leur permette de rattraper un niveau de vie? Et puis en France, on a déjà de gros problèmes liés au pouvoir d'achat qui s'est traduit par la crise des gilets jaunes, à juste titre. Mais qu'en serait-il si on expliquait à la population qu'aujourd'hui, il faudrait faire -1, -2, -3, -4% de croissance par an afin de limiter nos gaz à effet de serre? Ça engendrerait fatalement un appauvrissement très fort de la population. D'accord, mais le réchauffement climatique aussi va apporter son lot de catastrophes. Et là, ce sera bien pire, parce que l'on ne pourra rien y faire. La machine climatique est une machine qui s'emballe pour des siècles une fois qu'elle est lancée. Sauf que le pire n'est jamais sûr. Un politique qui prendrait ouvertement la voie de faire rentrer son pays dans la décroissance économique pour limiter nos gaz à effet de serre, eh bien, prendrait sur lui directement la responsabilité de l'appauvrissement de son pays. De l'autre côté, si le même politique fait le pari de l'optimisme et essaye de mettre en avant de nouvelles solutions pour sortir par le haut de cette crise, même s'il essuie des catastrophes écologiques ou des catastrophes humanitaires, il pourra toujours mettre en avant que sa démarche a toujours été orientée dans le sens du changement, de l'adaptation et de la lutte. Et ça, ce sont des valeurs qui sont bien plus positives qu'une forme de résignation qui transparaîtrait d'un engagement volontaire dans la décroissance. Dans la deuxième solution, vous cultivez tout de même une forme d'espérance. Et puis si je suis un petit peu cynique, je peux dire que les conséquences du réchauffement climatique m'épargneront peut-être plus que mes voisins. Nous savons qu'avec 2 degrés de moins en moyenne sur la planète, nous étions dans une ère glaciaire. Des mammouths couraient sur la banquise à Grenoble. Mais que savons-nous d'un climat à 2, 3 ou 4 degrés plus chaud qu'aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a incontestablement des zones qui en souffriraient. Il y a incontestablement des catastrophes transitoires qui se passeraient, comme l'augmentation des tornades ou une augmentation du niveau de la mer due à des ruptures dans les glaciers, au pôle notamment. Il y a des choses comme ça qui se passeraient. Mais à long terme, il y a aussi des zones sur Terre qui en bénéficieraient. Que peut-on dire du climat du Canada, de l'Alaska ou de la Sibérie avec 2 ou 3 degrés de plus? Pour eux, dans leur cas, à long terme, ce serait peut-être une opportunité. Alors tu es d'accord avec ce que fait Trump, c'est-à-dire balancer aux orties tout ce qui est concertation internationale pour se replier sur nos égoïsmes et nos intérêts propres? Il faut être plus fin que ça dans l'analyse. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de Trump exclusivement comme de la personne qui souhaite lutter contre la réduction des émissions de CO2. Mais quand on y regarde de plus près, il semble bien que quel que soit le discours tenu par quelque dirigeant que ce soit, la progression des émissions de CO2 ne soit pas du tout impactée. Sur ce graphe qui est quand même le plus important parce qu'il témoigne de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc le principal problème dont on parle. Que l'on regarde avant le protocole de Kyoto, après ou pendant, peu importe, il semble bien que quelle que soit la période et les discours qui aient été adaptés, la concentration du CO2 dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter indépendamment de tout ce que l'on peut dire ou tenter de faire. Comprenons bien que nos sociétés modernes ont développé une addiction à la croissance économique qui vient marginaliser tout discours ou toute volonté politique de faire un peu différemment. Alors, faute d'avoir un impact sur la réalité, on fait bien souvent comme d'habitude, on se rabat sur le bidouillage de chiffres. Quand l'Europe annonce, par exemple, mais c'est le cas aussi pour toutes les grandes économies développées,
que nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2015 de quelques pourcents. Eh bien en réalité, quand on demande à des experts de regarder comment est-ce que l'on comptabilise ce CO2, ils nous expliquent qu'on a juste oublié d'intégrer le CO2 émis à cause de nos importations. Et si on refait le calcul avec un bilan global du CO2 que nos activités européennes ont généré, tant en activité industrielle que en consommation, eh bien, nous n'avons pas baissé nos émissions de CO2, elles ont augmenté. Aujourd'hui, aucun politique ou aucun industriel n'a de solution pour faire baisser les émissions de CO2 sans massacrer la croissance économique, et ça, c'est un fait aujourd'hui. Dans ce cas, si on suit ta logique, Trump a plutôt raison. Pourquoi est-ce que tu dis au début de la vidéo qu'il fait une erreur stratégique ? Je pense qu'il aurait pu lisser son discours de la façon suivante. Comme de toute façon, ses actes ont peu ou prou les mêmes conséquences que les actes de ses concurrents politiques, il aurait très bien pu expliquer que ces politiques énergétiques cadrées au niveau international sont très hypocrites parce qu'en réalité les effets sont nuls. Et du coup, il aurait pu se poser en défenseur de la souveraineté de chaque nation, de chaque État, contre ces instances. Et là, il aurait eu un discours beaucoup plus audible. Avec ce discours, il pouvait même retomber sur ses pattes en expliquant que ses politiques à lui allaient avoir un réel impact sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le plus curieux dans tout ça, c'est que Trump, avec sa politique qui s'attaque à la mondialisation multilatérale, donc qui s'attaque aux instances internationales comme l'OMC et l'ONU, eh bien, a de bonnes chances de faire effectivement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Parce que s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord aujourd'hui, semble devenir d'accord aujourd'hui, c'est que cette mondialisation multilatérale a été la plus formidable des machines pour augmenter, optimiser la croissance économique sur Terre. Alors, tout n'est pas parfait. On sait que la répartition de cette création de richesse a été très inégale. J'en parle dans cette vidéo avec la fameuse courbe en forme d'éléphant. Mais n'importe comment, quand on regarde au niveau de la planète, la création de richesse a effectivement été maximale. Donc, si vous réintroduisez un bilatéralisme dans la mondialisation, vous allez réintroduire des frictions, vous allez réintroduire une baisse de l'efficacité globale du système et en conséquence une baisse de la croissance mondiale. Et faire baisser la croissance mondiale, c'est le meilleur moyen de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. En plus, dans cette logique, la coopération entre pays n'est plus un objectif prioritaire et partagé, donc on va voir réapparaître ce qu'on appelle des souverains au sein de leur zone économique. Les États-Unis pour l'Occident, ou du moins l'Amérique du Nord, et puis la Chine pour l'Asie. Et en réalité, eh bien, ce sont ces souverains qui vont s'accaparer le plus de ressources et qui auront le plus de moyens pour s'adapter au réchauffement climatique. Donc, d'un point de vue national, du point de vue américain, la carte Trump ou la carte Xi Jinping est effectivement peut-être le meilleur pari à prendre pour survivre et s'adapter au réchauffement climatique. Alors qu'on soit bien d'accord, pour les voisins qui sont autour, ça va être nettement moins sympa. Alors là, ça devient carrément déprimant, parce que non seulement on court à la catastrophe climatique et énergétique, mais en plus tu nous expliques que ce sont les plus égoïstes d'entre nous qui ont les meilleures chances de s'en sortir. Alors attention, parce que pour qualifier d'égoïste ces politiques, il faudrait qu'on ait quand même une alternative qui ait fait ses preuves. Et comme on vient de le voir, dans les 60 dernières années, la mondialisation multilatérale n'a eu aucun effet sur les émissions de gaz à effet de serre, si ce n'est de les renforcer et d'en émettre toujours un peu plus. Ce n'est donc pas non plus un bon modèle. Dit autrement, si des élites internationalisées qui n'ont pas été élues au sein d'organismes internationaux qui ont quand même de gros problèmes de légitimité, n'ont pas réussi à impacter, à avoir un impact significatif sur ces politiques énergétiques, en quoi est-ce qu'un souverain local démocratiquement élu ne serait pas une meilleure solution ? Donc tout ce que je dis, c'est que Trump aurait pu tourner son discours de façon bien plus éco-responsable tout en menant en réalité la même politique, parce que c'est ce que font ses concurrents politiques depuis 60 ans déjà.
Mais du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle dans ce contexte international pour protéger nos sous? On est voué à s'appauvrir avec tout ça. Eh non, et c'est en cela que la finance est intéressante. Je rappelle qu'il y a toujours deux moyens de gagner de l'argent. La première, c'est de participer à la création de richesse, et la deuxième, c'est de le prendre aux autres. Pour capter une partie de la création de richesse, c'est assez simple. Il faut attendre d'être dans un moment économique où il y a une croissance économique, et vous achetez des actions. En achetant des parts d'entreprise, eh bien, vous devenez normalement titulaire d'une part de cette création de richesse. Et lorsque cette tendance se retourne par contre, eh bien, il est important de reprendre ces billes et de les mettre à l'abri en attendant des jours meilleurs. Mais comment les mettre à l'abri? Si c'est la croissance mondiale qui s'effondre, tout le monde va s'appauvrir. Eh bien non, dans ce cas-là, on peut toujours se rabattre sur les contrats qui préservent la valeur plutôt que des titres de propriété qui ont pour vertu de vous faire participer à la création de richesse, mais aussi de vous faire encaisser les baisses de création de richesse. Quand je parle de contrats, je parle essentiellement des devises et des obligations. Une devise, quand vous achetez une monnaie étrangère, c'est un contrat parce qu'en réalité, la devise est garantie, sa valeur est garantie par le pays qui l'émet. Et pour les obligations, c'est à peu près la même chose. Dans ces deux cas, avec les devises et les obligations, pour peu que vous soyez dans une zone économique qui coule moins vite que les autres, eh bien comparativement à vos voisins, vous vous enrichirez. Mais prenons un exemple simple avec les devises. Si l'euro explose à cause d'une récession trop forte, la France repartira sûrement avec le franc. Et ce franc, lui, perdra très probablement de la valeur assez rapidement. Mais par rapport à quoi va-t-il perdre de la valeur? Parce qu'une monnaie, ça s'apprécie toujours par rapport à une autre monnaie. Donc celui qui aurait anticipé cet effondrement et qui a pris une partie de ses économies pour acheter une monnaie européenne hors zone euro, eh bien comparativement il va devenir plus riche parce que lorsque le franc aura été dévalué, il va pouvoir reprendre ses devises, les convertir en francs et s'acheter une maison 30% moins chère que s'il avait conservé sa monnaie d'origine. Que s'est-il passé dans ce cas-là? Votre pouvoir d'achat a tout simplement augmenté parce que vous avez choisi de ne pas vous trouver à l'endroit où la valeur a diminué le plus vite. Vous avez simplement conservé votre richesse tandis que la richesse des autres dans votre pays a diminué. Du coup, à la fin, vous êtes objectivement plus riche que votre voisin qui, lui, a gardé ses euros et s'est retrouvé avec des francs dévalués. Mais c'est moral cette affaire? C'est pas un peu de la spéculation sur le malheur des autres quand même? C'est tout aussi moral que de refuser de monter dans un bus dont vous avez de sérieux doutes sur la sécurité de son fonctionnement. Globalement, aujourd'hui, avec toutes les informations qui circulent, tout le monde a accès à l'information. Ensuite, vous avez ceux qui prêtent attention aux signaux faibles et aux facteurs de risque, et puis vous avez ceux qui ferment les yeux. Après, il faut choisir son camp. Acheter de l'or ou acheter des devises revient tout simplement à signifier votre désaccord avec la politique économique qui est menée dans votre pays. C'est une forme de vote. Si je ne crois pas dans l'euro et que je suis profondément persuadé que c'est une machine à construire notre malheur et à détruire la richesse, qu'y a-t-il d'immoral à me désinvestir de l'euro pour aller ailleurs ? Dans la mesure où nous vivons dans un pays où chacun est libre et responsable de ses actes, eh bien, je laisse bien volontiers la possibilité à ceux qui pensent que la machine euro est une formidable opportunité pour créer de la valeur et faire le bonheur des peuples européens, rester investis en euros. Après, on verra bien qui aura eu raison dans quelques années.